Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart & Scale, l'émission pour accélérer votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois une entreprise dont la mission est de reprendre le contrôle sur ses souscriptions, notamment lors d'un déménagement. J'ai nommé Peppernest par son CEO et fondateur, Philippe de la Chevannerie. Salut Philippe, Salut. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Super bien. J'ai bien tout dit, c'est ça ? Ça veut dire quoi des souscriptions ? Concrètement, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a de plus en plus d'objets physiques qui sont en train d'être remplacés par des abonnements. Avant, tu avais un CD, un DVD, maintenant tu as Netflix, Spotify. Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens perdent le contrôle. Parce qu'en fait, tu dois te loguer sur un espace client, tu dois mettre ton mot de passe, tu dois trouver comment on peut souscrire, résilier. Et donc, les gens perdent de plus en plus ce contrôle. Nous, on est la solution pour reprendre le contrôle intégral sur toutes tes souscriptions, sur ton budget. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que notre vision, c'est de construire une plateforme unique sur laquelle tu puisses souscrire, résilier, transférer tous tes contrats. L'électricité, le gaz, l'assurance, la box, la redirection courrier, etc., qui sont liés au déménagement, ce par quoi on a commencé, mais aussi dans le futur, ton Netflix, ton Spotify, toutes tes assurances, tout au même endroit, et en un clic, tu souscris, tu résilies, tu transfères. Alors, c'est quoi le modèle économique derrière ? Oui. Alors effectivement, c'est intéressant, c'est 100% gratuit pour l'utilisateur. L'utilisateur ne paye rien, il n'y a pas de frais cachés, il a des offres qui sont exactement au même prix que celui du marché. Nous, la manière dont on se rémunère, c'est qu'en fait, comme on fournit un service de grande qualité aux clients, on a un NPS qui est extrêmement fort, on est entre 60 et 70 pour les clients qui passent par nous. Et bien en fait, les fournisseurs vont nous rémunérer pour justement on s'occupe des démarches de leurs clients lors de leur emménagement ou simplement lorsqu'ils veulent changer, transférer ou modifier des contrats. Et donc, c'est comme ça qu'on génère des revenus, c'est via les fournisseurs qui nous rémunèrent à chaque fois qu'on va s'occuper des démarches de leurs clients. Une commission. Exactement. Tu as utilisé un acronyme assez intéressant qui est le NPS, le Net Promoter Score. Est-ce que tu peux le détailler ? Oui. Donc en gros, le NPS, c'est le ratio des gens, le pourcentage des gens qui répondent à la question est-ce que vous recommanderiez ce service à vos proches ou à votre famille ? Donc c'est le pourcentage des gens qui répondent entre 9 et 10, moins le pourcentage des gens qui répondent entre 0 et 6. Donc c'est assez dur d'avoir une très bonne note. Aujourd'hui, sur notre marché, les fournisseurs d'énergie, de box, d'assurance, en moyenne, ils sont plutôt à moins 2, entre moins 10 et plus 5. Nous, on est entre 60 et 70, ce qui est donc entre 70 et 80 points au-dessus du marché. Et donc, ça prouve vraiment que les clients apprécient énormément et comprennent la proposition de valeur, qu'ils utilisent le service et qu'ils en sont extrêmement satisfaits par la suite. Quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, on a commencé comme la plupart des startups à être aux environs de 30 de NPS et maintenant on est sur un NPS qui est du type NPS Google ou Apple, ce qui nous a demandé énormément de travail, on a dû tout refondre et ça a pris beaucoup de temps. Donc tu en parles directement dès l'introduction en présentation d'entreprise, donc c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu considères comme le plus important, voire central. Absolument. En fait, au cœur de notre proposition de valeur, c'est que ce soit simple, rapide et efficace pour le client. Il faut qu'on puisse s'occuper pour lui de toutes ses démarches, que ce soit lors du déménagement ou simplement s'il souhaite optimiser ses contrats. Et donc, avoir un NPS qui est vraiment fort, c'est la marque que notre service est réellement utile et que le client s'en sert pour les bonnes raisons. Et c'est vraiment une métrique qu'on regarde beaucoup. On l'a énormément travaillé, pas tellement cette année, mais l'année précédente. Et ça nous a permis de passer de 30 à plus de 60-70. Et c'est quelque chose d'absolument clé parce que aujourd'hui, si on a créé cette boîte, c'était avant tout pour résoudre un problème qu'on avait vécu en tant qu'étudiant. Et donc ça, c'est la preuve que on résout ce problème. On a encore énormément d'opportunités et énormément d'efforts à faire, mais déjà, on fournit un service d'une grande qualité à nos utilisateurs. Quand est-ce que tu le demandes ? Parce qu'en gros, tu vas vraiment demander à tes clients, tes utilisateurs, Oui. En fait, est-ce que tu recommanderais ce service ? Moi, personnellement, Gabriel, je déménage, j'ai besoin de changer tous mes contrats. Tu me le demandes à quel moment ? À la fin, au milieu, tout le temps ? Alors, on le demande à plusieurs moments. Au début, on le demandait juste après, puis après, on s'est dit, il y a peut-être un biais parce que voilà. Donc, on a fait des tests aussi, on le demandait 6 semaines après, 2 mois après. Donc, aujourd'hui, on le demande à plusieurs moments. On s'est aperçu que finalement, la note changeait pas tellement, que ça soit quelques jours après les démarches ou quelques semaines, quelques mois. Donc, concrètement, on n'a pas vu trop d'impact sur le moment où on le demandait. Donc, tu le demandes finalement en résumé après, pour être bien sûr qu'il y ait une vraie bonne... Oui, on le demande une fois que les Et c'est quoi qui marche le mieux ? Donc, c'est 6 semaines après, 1 mois 2 mois ? Aujourd'hui, il y a des taux de réponse qui diffèrent effectivement. Les taux de réponse sont un peu plus forts quand on demande très rapidement. Après, on veut aussi s'assurer que les gens ont bien eu le temps de faire toutes leurs démarches, que ce qu'on a fait a bien servi. Donc parfois, ça demande un petit peu de temps. Et donc, on le demande aussi plus tard. Voilà. Donc, il y a un trade-off entre demander le NPS et s'assurer qu'il soit plus fiable. Les différentiels ne sont pas énormes. En quelques chiffres, Peppernest, anciennement souscrit tout, c'est 10 millions de relevés, 670 employés 500 000 clients. Vous étendez pas sur le chiffre d'affaires. Au sommaire de l'émission, tu vas nous expliquer les débuts,
Là, tu as dit un truc intéressant sur le fait que tu étais étudiant. Tu en parlais, il y avait déjà cette chose en tête. Donc, les débuts, avant de parler de votre culture, qui est axée vraiment sur l'ambition. Et puis, enfin, un projet, le projet des 12 derniers mois, stratégique, qui vous a permis de faire de la croissance. Commençons par le début, alors. Comment est-ce que ça devient l'idée de te dire faut reprendre le contrôle sur mes contrats de déménagement? Oui, c'est très très simple. On a fait l'expérience quand on était étudiant et quand on déménageait, de déménagement absolument atroce. Aujourd'hui, la phobie administrative, c'est un terme qui a été popularisé, mais moi, c'est quelque chose que je vis un peu personnellement. Je suis loin d'être le seul. Quand j'ai dû m'occuper des démarches pour mon déménagement, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément procrastiné, j'avais pas envie de le faire, je savais pas trop comment le faire. C'est pas extrêmement compliqué quand on sait le faire, quand on l'a fait plusieurs fois, mais la première fois, en fait, j'ai juste pas fait. Je me suis pas occupé de souscrire mon contrat d'électricité, j'ai pas pris d'assurance habitation, et donc je me suis fait couper l'électricité, ce qui a été assez pénible. Et par ailleurs, pour l'assurance habitation, j'ai failli me faire mettre dehors, parce que mon propriétaire me le demandait et je l'avais pas. Donc très rapidement, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on doive encore s'occuper de ça. À l'époque, en plus, il y avait très peu d'interface digitale. Donc on s'est vraiment demandé pourquoi ça n'existe pas. On est allé voir d'abord si les gens étaient prêts à payer pour ce genre de service. Donc on allait faire des interviews dans un parc public. On a eu la réponse en 5 minutes. Les gens n'étaient pas du tout prêts à payer pour un tel service. Et ensuite, on a trouvé justement ce biais de justement arriver à faire en sorte que les fournisseurs voient la valeur du service et soient prêts à rémunérer pour. Et c'est là qu'on s'est rendu qu'il y avait quelque chose et on était surpris que personne ne l'ait fait avant, mais on s'est quand même lancé et ça a marché. Alors c'est marrant, tu me dis phobie administrative parce que j'ai déménagé une fois avec ça. Puis bon, t'as quand même 670 employés, donc ça fait un petit peu d'administratif. Alors, on se force un peu, mais c'est vrai que personnellement, m'occuper de mes contrats, etc., je sais que j'ai toujours eu tendance à procrastiner. Après, je gère ma vie pro et perso un peu différemment, comme pas mal de personnes, je pense. Mais c'est vrai que oui, il y a un petit peu... Mais donc, tu es dans ton appartement, tu te dis, après avoir fait tes études, parce que tu as fait un stage un petit peu aussi chez McKinsey, c'est ça? Ouais, pas un stage, je travaillais chez McKinsey. J'ai travaillé chez McKinsey et je cherchais des idées à l'époque et je me suis rappelé de ce moment-là et je me suis dit, mais oui, évidemment, il faut creuser et j'ai commencé à creuser, j'ai rencontré des gens et à chaque fois il y avait tous les feux étaient au vert et après c'est posé la question de se lancer et donc là c'était un peu plus compliqué parce qu'on quittait une situation plutôt confortable et on s'est lancé sans être en pensant que c'était une bonne idée, sans avoir non plus la certitude que ça allait marcher, mais on s'est lancé dans le vide et on a bien fait parce qu'aujourd'hui ça a marché. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Alors, je ne saurais pas exactement dire d'où ça vient, mais c'est quelque chose que j'ai eu depuis que j'avais, 14-15 ans. J'ai toujours su que ce que je voulais vraiment faire un jour, c'était créer une boîte, construire quelque chose, essayer de rassembler des gens et de construire une aventure. Voilà, ça m'a toujours beaucoup attiré. Je ne saurais pas trop dire pourquoi exactement, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu dans le sang. Et donc, j'ai failli créer une boîte avant de faire du conseil en strat. Finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait 3 autres personnes qui s'étaient lancées sur le même créneau. Et donc, quand j'étais en conseil en strat, alors j'ai énormément appris, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais je gardais toujours une partie de mon temps libre pour chercher des idées de boîte et voir où est-ce que je pourrais me lancer. J'ai eu plein d'idées, mais je voulais une idée sur laquelle je croyais vraiment. Et quand on a eu cette idée-là, on s'est lancé et on n'a pas hésité. Polytechnique, Marine, McKinsey, puis maintenant Paper.Nest. J'ai l'impression que la culture commence déjà, les valeurs même de la boîte, ça pourrait être rigueur, intensité. C'est quoi? Alors, on a plusieurs valeurs. Les 4 grandes valeurs, les grandes valeurs qu'on a, c'est l'ambition. On veut être animé par le service qu'on va rendre au client. On veut l'ambition de le rendre et de bien le rendre, mais aussi l'ambition de le rendre à des millions de clients. C'est-à-dire qu'on ne veut pas construire une petite PME, on veut vraiment construire un leader mondial. Et ça, c'est hyper important que les gens qui nous rejoignent partagent cette ambition. Ça implique aussi d'avoir une vision long terme de la boîte. Deuxième valeur qui est extrêmement importante, c'est le Lean Startup. C'est assez classique en startup, mais le test and learn, pour nous, c'est vraiment un mantra. On a créé la boîte comme ça. À chaque fois qu'on a créé des nouveaux produits, des nouveaux canaux d'acquisition, qu'on a fait passer la boîte à l'étape supérieure, c'est via des tests. Et donc, on n'a vraiment pas peur de se lancer sur des tests. Il y en a plein qui vont échouer. Ça fait partie c'est attendu. On demande aux collaborateurs, évidemment, d'en lancer plein et on s'attend à ce qu'ils échouent sur la plupart. Mais il y a toujours quelques tests qui vont finir par changer à la fois leur travail, la boîte dans son intégralité. Donc ça, c'est absolument clé. Troisième valeur, l'apprentissage.
On double de taille chaque année, généralement, à la fois en revenus et en taille d'équipe. Croître, c'est hyper exigeant et le fait d'avoir des équipes qui croissent beaucoup, ça implique que les personnes qu'on onboard aujourd'hui seront les managers de l'année prochaine. Et donc, c'est hyper important qu'en tant que boîte, on leur donne les outils pour justement apprendre des jobs qu'ils ne savent pas encore faire, leur permettre de sortir de leur zone de confort et de progresser. Et ça marche de deux manières différentes. C'est à la fois donner des outils, on fait des formations sur des hard skills et des soft skills qu'on donne nous-mêmes, et aussi permettre aux gens d'apprendre en les mettant face à des situations qu'ils ne connaissent pas encore. Dernière valeur, c'est un petit peu l'excellence client. Voilà, on essaie d'avoir un NPS, on a parlé, qui est extrêmement fort. Donc on essaie de faire en sorte que le client ait une très bonne expérience en recourant à nos services. Pourquoi vouloir faire une boîte mondiale et pas se contenter de faire une PME ? Alors ça, moi je suis persuadé, on est sur un business où il y a des effets d'échelle forts, c'est-à-dire que si on veut, on a commencé en étant très lean, c'est-à-dire qu'on a commencé en faisant les premiers clients par téléphone, ensuite on a digitalisé, on est dans plusieurs pays aujourd'hui, mais on s'aperçoit que plus on est gros, plus on peut proposer un service de qualité aux clients. Parce que mine de rien, arriver à maîtriser une verticale, être capable de faire super bien une souscription de contrats d'électricité, de les résilier, pareil sur l'assurance habitation, pareil sur la box, ça a l'air de rien, mais en fait c'est une complexité énorme. On doit s'interfacer avec plein de fournisseurs et donc c'est hyper important qu'on puisse apporter à nos fournisseurs suffisamment de clients pour qu'eux-mêmes ensuite nous donnent suffisamment d'accès pour qu'on puisse satisfaire les clients. Et ensuite c'est aussi une ambition personnelle et c'est aussi les gens très rapidement qui nous ont rejoints qui avaient cette ambition. On voit les choses en grand et on est persuadé qu'il y a ce besoin dans plein de pays pour des millions de personnes chaque année et donc on veut vraiment répondre à ce besoin pour toutes ces personnes-là. Comment est-ce qu'on allie ambition et puis aussi ne pas forcer ce burn-out, par exemple? Comment est-ce qu'on allie ambition, performance et bien-être en entreprise? Oui, alors ça c'est hyper important. D'une part, on choisit des personnes qui vont nous rejoindre. Donc, d'une part, on est très clair aussi sur les attentes. Il n'y a pas on essaie d'être le plus transparent possible dès les entretiens d'embauche pour essayer de comprendre à la personne qui on recherche et si ça peut être un bon fit. Donc, d'une part, on cherche des gens qui aiment être challengés, qui ont cette ambition-là aussi. Donc déjà, ça permet beaucoup de choses. Ensuite, pour justement s'assurer que on n'est pas sur du burn-out. Alors oui, je pense que le travail, c'est une valeur hyper importante et que sans travail, on ne peut pas construire de grandes choses. En revanche, il faut aussi s'assurer d'être efficace, de ne pas procrastiner et de s'assurer que une fois que les choses sont faites, on puisse s'en aller. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout un comportement qui est mis en valeur de travailler le week-end ou tard le soir en rentrant chez soi. C'est pas du tout des choses qu'on recherche. Et donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de burn-out, etc. Donc on écoute aussi énormément les équipes. Ça peut arriver qu'il y ait des gens, notamment à cause du lean, qui demandent de faire beaucoup de tests et qui est assez exigeant, qu'il y ait des périodes où on laisse un peu plus de liberté. Les gens peuvent tester d'autres choses, peuvent apprendre sur d'autres sujets pour s'assurer qu'il y ait des périodes aussi de respiration entre des périodes plus intenses. C'est combien d'heures une période intense en termes de vraiment une journée type d'un marketeur, d'un manager dans une période intense versus période justement où on dit qu'il va falloir les faire un peu souffler? Alors, je ne saurais pas trop dire. Je pense que ça peut arriver où il y a des énormes problèmes, où on doit rester tard. Ça peut arriver de rester de manière ponctuelle jusqu'à 22h, etc. Ça reste l'extrême exception. Après, il y a des journées où on sort plus tôt, vers 19h, etc. Ça dépend aussi beaucoup des équipes. Ça dépend des équipes. C'est pas la même chose pour les équipes dev, les équipes sales. Il y a des rythmes qui sont différents. Il y a des seniorités aussi, c'est pas la même chose en fonction si un manager est très senior, il va organiser son temps différemment d'une personne plus junior qui a besoin d'aide, besoin d'assistance. Et donc je pense pas qu'il y ait vraiment de journée type aujourd'hui, ça va vraiment dépendre de la période et ça va aussi dépendre de la seniorité de la personne, de son ambition. Pour prendre un exemple, toi, une journée type par exemple, c'est 8 heures, c'est 10 heures, c'est 12 heures? Moi, généralement, je bosse de 9h à 21h tous les jours à peu près, mais c'est pas quelque chose qui est demandé samedi, dimanche compris? Non, pas samedi, dimanche compris. Je bosse moins le week-end que je ne bossais auparavant. Je pense que je bosse 4-5 heures tous les week-ends. Après, il y a aussi... c'est pas aussi clairement défini parce qu'il y a aussi des moments où je bosse avant et après ce que je t'ai cité, mais je vais lire pas mal de bouquins sur différentes thématiques qui nous intéressent. Je vais aussi le faire le week-end, voilà. Et après, il faut aussi savoir qu'il y a une partie du boulot où on est présent en équipe, où on fait des team building, et c'est pas non plus du boulot ultra intense, voilà. Donc et encore une fois, ce que moi je m'impose, c'est pas du tout quelque chose qui est demandé à l'équipe. Mais c'est ultra intéressant de définir justement ces moments de travail
intenses, moments de travail moins intenses, mais qui sont quand même demandés, et moments de non-travail. Est-ce que toi, juste pour toi, pas pour les équipes, tu arrives à les scinder, ou tu te poses pas trop de questions, il faut que ça soit fait, on le fait, je le décompose bien, et on y va. Je suis plutôt dans la deuxième situation. En fait, ça va dépendre de la situation. C'est-à-dire que je m'organise pas en période, mois, semaine, heure intense versus heure ou période plus relaxe. C'est plutôt en fonction des besoins. C'est-à-dire que souvent, en fait, les périodes intenses, elles sont dictées par les événements extérieurs, par des dates qu'il faut respecter, etc. Donc, c'est ce genre de choses. On doit shipper quelque chose à un moment donné, on doit sortir un produit, on a quelque chose d'important à faire. Là, oui, on va s'assurer de le faire dans les temps. S'il n'y a rien de tel, là, en revanche, les gens sont totalement libres de la vitesse à laquelle ils peuvent aller. Et dans ce cas, c'est à chacun de gérer son rythme comme il l'entend. Comment est-ce qu'on mesure l'ambition ? Comment est-ce qu'on mesure la performance de ses collaborateurs et de ne pas finir, pas aller directement dans la caricature du burn-out, mais je ne sais pas si tu connais cette boîte Drift, qui est un chatbot. C'est un peu là-dessus, il y a une légende, je ne sais même pas si c'est vrai, mais il me semble que oui. Ils ont des télés dans leur bureau où en fait tu as la tête de tous les employés, et si tu performes par rapport aux indicateurs clés, à tes métriques qui sont attribuées, alors tu es en vert, et quand ta tête devient de plus en plus rouge, c'est que tu performes pas assez, et si pendant 2 semaines, donc déjà tu es devant tout le monde avec ta tête toute rouge, et si pendant 2 semaines ta tête est restée rouge, tu t'en vas. Oui, alors ça je pense que ce serait franchement pas mal à l'opposé de pas mal de valeurs. Je pense que ce serait aussi pas mal à l'opposé du droit français en termes du droit du travail. Non, aujourd'hui, alors je connais pas, enfin tu m'as parlé de ça en début d'émission, je connaissais pas cette boîte, je connaissais pas cette pratique. Nous aujourd'hui, on procède pas du tout comme ça. D'une part, on fait pas de classement des employés. Ensuite, je trouve que en toute objectivité, c'est pas simple d'estimer la performance sur des jobs de marketing, etc. Il y a des jobs relativement simples où on peut, pour des développeurs, pour des sales, objectiver en fonction de points de sprint, en fonction de contrats closés, de chiffre d'affaires à ramener. C'est plus simple à estimer. Après, je pense qu'il y a plein de jobs où, pour être honnête, c'est très compliqué d'estimer correctement. Donc, nous, d'une part, pour les personnes qui peuvent potentiellement un peu moins bien performer, moi, j'estime qu'il y a pas mal de boîtes qui ont une mentalité où c'est hire fast, fire fast. J'embauche rapidement, et si la personne ne convient pas, on s'en sépare rapidement. Nous, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on fait. C'est-à-dire que d'une part, on essaie de faire de recrutement, alors on essaie de faire en sorte qu'il soit rapide, et on a besoin de recruter beaucoup de personnes, parce qu'on double taille chaque année, mais on prend vraiment le temps. Moi, ça m'arrive de voir 50 personnes pour recruter un poste, littéralement en présentiel physique. C'est énorme. Donc on s'assure vraiment au maximum qu'on a la bonne personne. Ensuite, si ça ne marche quand même pas bien, moi j'estime que l'entreprise a aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'on a fait passer des entretiens à la personne, on a fait passer des tours, on a fait des cas, on lui a demandé de son temps, et on a estimé lorsqu'on lui a fait l'offre qu'elle convenait à nos critères. Donc si on s'aperçoit qu'elle ne convient pas à nos critères, je pense aussi que l'entreprise doit un peu prendre ses responsabilités, le dire évidemment aux collaborateurs, mais lui donner les outils et le coaching pour faire en sorte qu'il puisse s'améliorer. Et ça, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a aussi des boîtes qui ne disent pas quand ça se passe pas bien, et vont brutalement signifier la fin de la période d'essai à la personne. Nous, c'est pas du tout notre ambition, et on fait extrêmement peu de rupture de période d'essai. Donc, si ça se passe pas bien, moi j'estime que c'est aussi le devoir de la boîte d'investir des ressources pour essayer de coacher la personne. Ça ne marche pas toujours, mais au moins lui donner cette chance de pouvoir s'améliorer, lui dire qu'il y a des choses à faire. On pratique beaucoup le radical candor, c'est-à-dire on dit les choses telles qu'elles sont. On prend pas de gants, mais toujours dans l'ambition de vraiment faire en sorte que les gens puissent s'améliorer. La candeur radicale, qui est un livre de Kim Scott. Exactement. Et qui consiste à dire les choses telles qu'elles sont, sans prendre de gants, même si c'est difficile à dire, mais avec une vraie ambition de bienveillance et une ambition de faire progresser les gens. Et voilà, et ça j'estime aussi que c'est ce que l'entreprise doit à ses collaborateurs. Nous on le pratique aussi via l'apprentissage, on fait des formations sur le SQL, le marketing digital, comment closer un client, etc., qui sont ouverts à quasiment tous les postes de l'entreprise, donc les gens peuvent le voir, c'est aussi la culture générale. Et après on fait aussi un coaching, chaque manager doit coacher les personnes, rentrer dans le détail, et on pense que les managers doivent être capables de ponctuellement, quand c'est nécessaire, rentrer fortement dans le détail de certaines tâches pour pouvoir aider leurs collaborateurs quand justement ceux-ci rencontrent des difficultés. Et ensuite, on a des collaborateurs qui performent extrêmement bien, mais l'ambition, justement, c'est de leur dire on fait probablement pas assez,
encore plus reconnaissants que ce qu'on fait et s'assurer que ils le sachent et qu'on leur fournisse aussi des opportunités de croître rapide dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui sont arrivés en tant que stagiaires et qui dirigent des business units où il y a 50, 75, 100 personnes. Donc c'est vraiment aussi ça, pouvoir récompenser des gens en leur donnant à la fois les moyens pour réaliser leur taf et en les promouvant rapidement si c'est bien réalisé. Tu as dit plusieurs fois le mot lean, on essaie de test and learn. Ça veut dire quoi en quelques mots? Alors, le lean, donc la philosophie du lean, ça veut dire que il ne faut pas passer beaucoup de temps à planifier le produit qu'on veut faire. Il faut le tester très rapidement avec des vrais clients directement. Il faut chercher le feedback client immédiatement. C'est quelque chose dont tout le monde est convaincu, tout le monde le sait, mais qui est dur à mettre en place parce qu'en fait, quand on va voir un client, quand on lance un startup, on n'a pas envie de lancer un produit à moitié fait, on n'a pas envie de montrer que c'est ça qu'on a réalisé, on a envie de lancer un produit bien fini, etc. Et ça, il faut l'éviter au maximum parce que le problème, c'est qu'on peut perdre beaucoup de temps à faire des choses, peaufiner des choses qui en fait n'ont pas d'utilité pour le client et ne vont pas marcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Au tout début de Paper.Nest, on l'a mis en place pour valider le business model. J'avais mis mon appartement en vente sur Le Bon Coin pour le faire visiter à des personnes. Alors, il n'était pas vraiment, ni à vendre ni à louer, mais ça m'a permis d'être en contact avec des gens qui déménageaient et de voir s'ils étaient appétents au service. Donc, avant même de démissionner, avant même d'avoir créé la boîte, on avait déjà nos premiers clients parce qu'on avait fait ce test lean. Et ça, aujourd'hui, lancer des tests très rapidement avec peu de ressources, quelque chose qu'on pratique énormément. Voilà, prenons un cas très concret. Par exemple, sur votre projet de toutes les agences immobilières, vous devenez partenaire. Donc ça, c'est plus qu'un test. C'est ce qui est compliqué, c'est que c'est un gros projet business. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est en quelques mots et comment est-ce que tu lances en test and learn, en MVP? Oui. Alors, très simplement, ce qu'on fait aujourd'hui avec les agences immobilières, c'est que aujourd'hui, les agents immobiliers sont évidemment en contact avec des gens qui vont déménager. Et donc, ce qui se passe, c'est que les agents immobiliers vont proposer le service Paper.Nest à leurs clients. C'est un service que les agents immobiliers proposent gratuitement à leurs clients. Le client peut en profiter. C'est du marketing idéal, c'est-à-dire que le client, il est pile au moment où il en a besoin. C'est un service gratuit et qui a de la valeur pour lui. Donc, c'est vraiment un pari gagnant-gagnant parce que l'agent immobilier va pouvoir proposer un service intéressant à son client, améliorer son propre NPS parce qu'il propose quelque chose d'intéressant pour le client en profite et nous derrière justement on s'assure qu'on peut sourcer des gens qui sont en phase de déménagement et parce que justement c'est ça qui est très compliqué sur le déménagement, c'est d'arriver à comprendre qui déménage et quand. Donc ça on a mis ça en place depuis un peu plus de 2 ans et demi. Ça a commencé tout simplement par un Google Form. On a demandé aux agents immobiliers est-ce que vous pouvez nous envoyer les clients, donc les clients, ils recueillent le consentement du client. Mais donc, via ce Google Form, qui a demandé littéralement 10 minutes à créer, on a pu tester l'idée. On allait voir les agents immobiliers, on leur a envoyé le lien, ils nous ont envoyé les premiers clients, on les a transformés, on a prouvé qu'il y avait une vraie valeur. À partir du moment où on a prouvé qu'il y avait une vraie valeur, là, on a arrêté et on a commencé à faire une roadmap précise de comment on allait passer à l'échelle, comment on allait beaucoup recruter. Et donc là, on s'est posé la question de comment mettre en place une force de vente, comment développer un produit qui puisse correspondre aux besoins des agents immobiliers et comment s'assurer que derrière le traitement client soit optimal et que ça plaise aux clients. Et là, on a investi énormément de ressources, énormément de temps, on a recruté énormément de personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus de 150 aujourd'hui sur cette activité-là, qui a commencé avec une personne. Donc c'est ça, mettre c'est vraiment de prouver la valeur avant de passer à l'échelle et de dépenser du budget. Exactement. Nous, on attend on veut voir. Alors, on n'attend pas jusqu'à la fin. Une fois quand on a une bonne intuition, on peut se lancer directement sans attendre d'avoir mathématiquement le business plan parfaitement ficelé. On attend d'être à peu près à 70% du test pour se décider si on se lance ou pas. Et donc, dès qu'on prouve qu'il y a un business, que les clients sont satisfaits et qu'on peut le déployer nous-mêmes, là, on s'arrête et on se dit ok, on va y aller, on va foncer, on va focaliser la boîte dessus. Mais ça veut dire aussi que pour faire quelque chose comme ça, qui change fondamentalement la boîte, il va falloir faire 10 tests dont la plupart ne vont pas réussir. Mais c'est quelque chose qui est attendu et c'est quelque chose qui est pas du tout, qui est totalement valorisé. Moi, je te propose de passer à la fin de l'interview. Rapidement, il nous reste quelques minutes. J'ai une série de questions dites rapides. Je te pose des questions. Il faut y répondre le plus succinctement possible. T'es prêt ? Allons-y. Quels sont tes outils digitaux préférés ? Alors, un outil digital que j'aime beaucoup, c'est Mixmax. Alors, c'est pas très connu, mais je trouve que c'est la solution la plus élégante de prise de rendez-vous. Moi, je prends énormément de rendez-vous pour mes entretiens, pour aller voir des gens à l'extérieur, etc. Et donc, tu tapes une commande dans ton email, ça t'ouvre ton agenda, tu sélectionnes les créneaux auxquels tu es disponible.
et la personne ensuite peut cliquer dessus, ça va envoyer un mail aux deux et en un seul mail, t'as pris rendez-vous. Ça m'a sauvegardé littéralement des heures et des heures de temps. Ton arme secrète lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles rapidement. Quand il faut prendre une décision difficile, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir toutes les informations nécessaires. La plupart du temps, enfin, souvent les décisions que je dois prendre, c'est des décisions où on manque d'informations et où, parce que les décisions faciles ont été prises par évidemment les managers dans l'organisation et c'est très bien. Donc là-dessus, je pense qu'il faut se référer un petit peu à la vision long terme, se référer aux valeurs et ensuite faire un rapide plus-moins, voir quels sont les arguments pour, quels sont les arguments moins, peser. Mais voilà, encore une fois, il vaut mieux une décision rapide, même si elle n'est pas optimale, qu'une très bonne décision, mais qui est lente. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, je pense que l'argument clé, c'est de se forcer à être rapide. Quel conseil tu donnerais à un jeune CEO ? Alors, c'est le conseil classique, se lancer. C'est à la fois pas si difficile et c'est à la fois extrêmement difficile. Mais quand on se lance, c'est très différent de penser à un business quand on est dans son salon, quand on est chez soi, quand on a un job, versus passer toutes ses heures sur son business, s'être lancé, avoir clamé au monde entier qu'on pensait avoir une bonne idée et qu'elle était suffisamment digne d'intérêt pour se lancer. Il faut se lancer parce qu'une fois qu'on l'a fait, on est obligé, enfin, on se force un petit peu à réussir. Donc, lancez-vous le plus vite possible, n'attendez pas et surtout quand on est jeune, c'est le moment où on n'a rien à perdre et donc il ne faut pas attendre d'avoir trop d'expérience pour le faire, je pense. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? C'est le conseil sur le lean. C'est pas un conseil agréable à entendre. Souvent, on voudrait des conseils qui nous force pas à nous confronter au monde extérieur, mais je me souviens très bien de la personne qui me l'a donné. Elle l'a donné de manière un peu rude, mais elle a eu totalement raison. Elle nous a fait lire le bouquin et je pense que ça a changé la boîte. C'était qui ? C'était un ancien prof d'HEC, Édouard Delarin, et je lui avais téléphoné et il avait créé sa boîte lui-même. Il nous avait dit mais arrêtez tout de suite de me poser ce genre de questions, arrêtez de faire des calls de référence, etc. Dépêchez-vous de tester votre produit, vous pouvez déjà le faire. Les arguments comme vous n'avez pas de site web, vous n'avez pas de produit, etc. ne valent rien. Dépêchez-vous de lancer ça. Et c'était un excellent conseil. C'est quoi ta pire nuit blanche chez Pepper-Nest ? Avant la fin de la levée de fonds, on était en train de closer, il y avait pas mal de fonds qui étaient en train de se battre pour finaliser le tour et donc on voulait un fonds en particulier et on voulait aussi que ce fonds nous veuille et donc la nuit blanche a été de se demander si oui ou non il accepterait les termes du deal, ce qui a été le cas, mais c'est vrai que comme toute levée de fonds, c'est toujours un petit peu le rodéo, notamment dans la phase finale où on veut s'assurer que tout se passe bien et qu'on a bien les éléments importants pour pouvoir structurer et surtout avoir suffisamment de main de contrôle sur le long terme. Et enfin, y a-t-il un livre que tu conseillerais aux téléspectateurs et aux auditeurs ? Oui, je conseillerais, alors c'est pas forcément un livre pour les startups qui sont en train de se créer, c'est plus à partir du moment où on est entre 100, 200, 300 et qu'on va probablement passer à 1000, 2000 et quelques. C'est High Growth Handbook de Elad Gil. C'est très bien fait. Il interviewe pas mal de startups qui sont passées vraiment de quelques centaines à plusieurs milliers. Et ça donne énormément d'informations intéressantes sur quelles sont les organisations à mettre en place. C'est un des rares livres qui justement parle des boîtes un peu plus grosses. Et c'est hyper intéressant quand on est face à ce genre d'enjeux. Merci beaucoup pour ton temps. Un grand merci à toi. Et puis à très vite. À très vite.